Défi, dialogue sur l'enfance, la famille et l'intervention sociale, est un balado de vulgarisation scientifique portant sur les défis et enjeux d'actualité concernant les jeunes et les familles. La pandémie a eu des effets indéniables sur les jeunes avec ses nombreuses sources de stress et contraintes, surtout au moment des confinements. Comment bien intervenir auprès des jeunes qui présentent des difficultés d'adaptation associées ou non à la pandémie, la détresse psychologique et dans certains cas de premiers signes d'une maladie mentale en émergence? Comment rallumer l'espoir chez ces jeunes en perte d'équilibre et de repères? Comment rallumer l'espoir des parents, des professeurs et de l'entourage de ces jeunes aussi? Et quels outils peut-on leur offrir pour bien les soutenir? C'est le thème des épisodes de cette deuxième série du balado Défi, intitulé « Rallumer l'espoir ou les défis de l'intervention en santé mentale jeunesse ». Le premier épisode met en lumière le vécu des jeunes référés en santé mentale dans le réseau public et celui des professionnels qui les accompagnent. Il aborde les interventions privilégiées avec eux, les ressources existantes et présente des travaux de recherche et de transfert de connaissances réalisés sur ce thème. Caroline East-Richard, Geneviève Dufour, Émilie Leborgne, Shirley Racine, bonjour. 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 Je vous demanderai premièrement de vous présenter. Caroline East-Richard, je suis neuropsychologue en pratique privée auprès de jeunes adultes et adultes. Je travaille également comme professionnelle de recherche à l'Université Laval au sein du laboratoire de Caroline Sellard, qui est chercheuse régulière au CRUGEF. Je travaille dans son équipe depuis presque 10 ans. Je coordonne plusieurs projets de recherche en cours. Geneviève Dufour, je suis psychoéducatrice et agente de planification de programmation de recherche nouvellement à la santé publique pour une équipe en promotion de la santé mentale chez les jeunes. J'étais aussi clinicienne au développement des pratiques pour le volet jeunesse. Shirley Racine, je suis psychologue au CLSC de Donnacona pour le CIUS de la capitale nationale. J'ai toujours travaillé en jeunesse auprès des jeunes de leur famille. Ça fait plus de 25 ans que je pratique, toujours au public. Et ça me fait plaisir ce matin d'être avec vous pour discuter de cette réalité qui rencontre nos jeunes, mais aussi de leur famille. Bonjour, je m'appelle Émilie Leborgne, je suis psychologue clinicienne et au CLSC La Source Nord depuis 4 ans maintenant. Je travaille auprès des 5-18 ans principalement avec l'objectif de les soutenir face aux débalancements émotionnels qu'ils peuvent rencontrer en les accompagnant à mieux se connaître, à développer de nouvelles stratégies ou utiliser différemment celles qu'ils connaissent déjà pour qu'ils retrouvent un équilibre dans leur fonctionnement quotidien. Quand on parle de santé mentale, on parle de quoi au juste? La santé mentale, c'est souvent défini comme un dysfonctionnement, mais il faut aussi se rappeler que c'est un état de bien-être émotionnel, psychologique que l'individu va aller chercher dans son potentiel à lui pour qu'il puisse se développer. Je vois ça un peu comme la santé physique. On peut avoir des troubles mentaux et avoir un bon sentiment de bien-être et avoir une santé mentale qui est quand même optimale. Il y a aussi tout le volet santé mentale positive qui est intéressant là, à discuter. Moi, j'associe ça beaucoup au sentiment de bien-être qu'une personne peut avoir. De mon côté, quand je pense à la santé mentale chez les jeunes, je pense entre autres à une période de vulnérabilité liée à l'adolescence, à un moment où il y a plusieurs changements qui surviennent, par exemple les premières relations amoureuses, le premier emploi, plus grand besoin d'autonomie, plus grande indépendance. Et qui dit plus grande vulnérabilité dit aussi plus de risques, malheureusement, de développer des problématiques de santé mentale. C'est vraiment une période particulière en soi, de l'adolescence, et ça nécessite des services adaptés aux besoins de ces jeunes-là. Tout ça dans l'optique que ça ait des effets positifs sur leur épanouissement, un peu comme ce que Geneviève Dufour disait en lien avec la santé mentale positive. Donc, entre autres, on veut un épanouissement au niveau de la sphère scolaire, un épanouissement au niveau de la sphère professionnelle, entre autres aussi, ou encore même la sphère sociale. Puis je rejoins vraiment mes collègues sur le fait que c'est qu'un jeune réussisse à s'épanouir en utilisant son potentiel puis qu'il se sente capable de faire face à des situations qui sont déstabilisantes. C'est pas ne pas présenter un trouble de santé mentale, mais c'est réussir à jongler avec, c'est être capable de faire face aux situations déstabilisantes puis pouvoir se dire, je me sens bien avec moi-même et avec les autres. Pouvez-vous nous parler des jeunes que vous rencontrez dans vos bureaux en CLSC, ceux qui vous sont référés au service de proximité en santé mentale? Moi, depuis 1 an et demi, je rencontre davantage des jeunes qui présentent des difficultés à s'adapter à ce qui leur arrive au quotidien. Ces difficultés-là, elles se traduisent davantage par des symptômes anxieux, dépressifs qui ont un impact sur leur fonctionnement social, scolaire, familial, personnel. La pandémie, dans ce qu'elle a demandé d'ajustement par rapport au risque d'être contagieux ou de contaminer, l'impression que les choses se répètent aussi puis qu'on n'a pas forcément de contrôle sur ce qui arrive puis que c'est un peu le genre de la marmotte. L'image que nous renvoient les autres par rapport aux réseaux sociaux, ça a comme sollicité beaucoup leur capacité adaptative.
Madame Istrichard nommait tantôt, le 5-18 ans, c'est une période qui a beaucoup d'enjeux, le cumul d'enjeux à la fois individuels et environnementaux, mais je pense que ça a pu les vulnérabiliser beaucoup et suffisamment pour qu'ils soient déstabilisés et moins en mesure de faire face à leur quotidien. On a beaucoup nommé que les jeunes sont malléables, qu'ils sont résilients, qu'ils ont une super belle capacité d'adaptation. J'ai envie qu'on vienne aussi normaliser le fait que ça prend des conditions pour être malléable, résilient, puis réussir à faire face, et qu'elles ont été beaucoup moins présentes pendant la pandémie. Les relations sociales ont été moins diversifiées, on a moins pu faire d'activités qu'on appréciait, physiques, artistiques. Ils ont le droit d'aller moins bien, ils ont le droit de se sentir vulnérables, d'avoir l'impression qu'ils sont moins capables de faire face. C'est un peu pour ça qu'on est là, pour dire que vous avez le droit, puis on a aussi des solutions pour faire que ça aille mieux. Avant la pandémie, ce qu'on observait, c'était des symptômes d'anxiété sociale, un petit peu d'anxiété de performance, un peu de symptômes dépressifs. Puis quand je dis un peu, j'enlève pas la gravité, mais ce qu'on observe, c'est que depuis les 2 dernières années, ces capacités d'adaptation-là ont été sursollicitées dans différentes sphères de vie. Il ne faut pas oublier l'adolescence. Oui, c'est une période de vulnérabilité, mais surtout une période de découverte, de se distinguer, d'être capable d'identifier ce que je souhaite explorer, ce que je souhaite vivre. Et ils ont rencontré vraiment 2 ans où cette opportunité d'explorer-là n'a pas été disponible. L'adolescence, c'est aussi la séparation, l'individuation de son parent et il se retrouvait confiné à la maison avec son parent. Ce qui a fait en sorte que les contacts sociaux ont été réduits, mais ont été beaucoup amplifiés dans les médias sociaux. Et ici, attention, je ne démonise pas les médias sociaux. C'est un outil de communication absolument extraordinaire. Par contre, en période pandémique, c'est devenu un outil principalement d'exploration, mais sans le lien affectif, sans la communication, sans l'exploration de mon vécu, la compréhension du vécu de l'autre. Ça peut faire en sorte que ça ne me permette pas de bien me définir par rapport à l'autre, mais par rapport à l'image que je vois de l'autre. On a observé aussi une augmentation des préoccupations au niveau de l'image corporelle, des troubles alimentaires, je vais dire troubles, sans dire que c'est un trouble, mais des préoccupations, des conduites alimentaires. Il ne faut pas oublier ce que ça peut apporter. C'est une recherche de contrôle dans une période où on est absolument en sentiment qu'on n'est pas en contrôle, qu'on n'a pas le pouvoir. Madame Istrichard, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est la neuropsychologie et son apport en intervention? La neuropsychologie, c'est une science qui étudie la relation entre les comportements d'une personne et son cerveau. Ça fait référence aux processus cognitifs qui sont un peu en quelque sorte les capacités du cerveau, comme l'attention, la mémoire, la capacité à s'organiser, à comprendre les intentions des autres. Tous ces processus cognitifs-là nous permettent de bien fonctionner au quotidien. C'est sûr que chaque personne a ses forces, ses faiblesses sur le plan neuropsychologique. Par contre, certaines personnes peuvent présenter encore plus de difficultés sur le plan neuropsychologique pour diverses raisons. Ça a été documenté notamment chez les personnes qui présentent des problématiques de santé mentale, par exemple dans le TDAH, dans le trouble dépressif. Les difficultés là, sont à différents degrés, à différentes intensités. Ça a aussi été documenté chez les personnes qui ont vécu de la maltraitance. Donc, que ce soit des enfants, des adolescents ou encore des adultes, on observe des difficultés cognitives chez ces personnes-là qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu de la maltraitance. Concrètement, la neuropsychologie peut permettre d'expliquer certaines difficultés de fonctionnement qu'on observe chez une personne. Un jeune peut présenter des difficultés à l'école parce qu'il ne parvient pas à rester concentré sur ce que le professeur lui dit, parce qu'il est distrait par tous les bruits environnants. Ou encore, une personne peut présenter des difficultés au travail parce qu'elle ne parvient pas à bien s'organiser, à bien planifier ses tâches. Ce qui fait en sorte que son travail va être fait de manière désorganisée ou encore qu'elle ne fera pas en premier les tâches prioritaires. En neuropsychologie, il existe une intervention qu'on appelle la remédiation cognitive qui vise à améliorer les processus cognitifs comme l'attention, la mémoire, les capacités d'organisation que je vous parlais tantôt. Et dans les dernières années, là, il y a d'ailleurs eu plusieurs études scientifiques qui ont été réalisées pour voir l'effet de la remédiation cognitive, notamment sur le fonctionnement neuropsychologique. Fait intéressant, des améliorations ont été relevées. Pour les personnes qui ont des problématiques de santé mentale et qui ont des difficultés cognitives, ça peut représenter une avenue assez intéressante pour les aider à mieux fonctionner au quotidien. Et c'est là le bel apport là, de la neuropsychologie dans l'intervention, entre autres. Dans notre équipe en recherche, on a voulu effectuer des études, entre autres, avec des jeunes adultes en début d'évolution d'un trouble psychotique, mais aussi avec des jeunes qui ont vécu de la maltraitance. À notre connaissance, ça, c'était la première fois dans le domaine scientifique qu'une intervention de remédiation cognitive avait été faite avec cette population-là. Donc, on voulait documenter, entre autres, la faisabilité concernant l'utilisation d'un tel programme. Et le programme qu'on utilise dans notre équipe, c'est un programme informatisé où on essaie d'enseigner des stratégies, entre autres, là, pour essayer de mieux s'organiser avec un agenda, essayer de mieux planifier quand on fait des recettes. Donc, vraiment, c'est via l'enseignement de stratégies avec un thérapeute qui aide la personne à mieux prendre connaissance de ses difficultés et à mieux appliquer certaines stratégies. Vous avez étudié aussi l'approche transdiagnostique.
Cette approche permet, entre autres, de cibler les symptômes communs aux différents problèmes de santé mentale existants. Pouvez-vous nous résumer brièvement cette approche et les principaux symptômes en question? C'est une approche qui est en émergence depuis quelques années. Elle est assez différente de l'approche catégorielle à laquelle on est plus habitué. L'approche catégorielle vise à regrouper les troubles de santé mentale selon différentes catégories qui sont les diagnostics, là, comme on les connaît un peu plus, avec des symptômes assez précis. Par exemple, le TDAH avec des symptômes d'inattention ou des symptômes d'hyperactivité qu'on connaît bien. Dans l'approche transdiagnostique, on amène une autre vision des problématiques de santé mentale. On cherche plutôt à mettre en évidence des caractéristiques communes, des processus communs entre les problématiques. C'est ce qu'on peut appeler les facteurs transdiagnostiques, donc des facteurs qu'on retrouve dans plusieurs diagnostics, plusieurs troubles. Les facteurs transdiagnostiques peuvent être de différentes natures, ils peuvent être génétiques, peuvent être neurobiologiques. Si on parle de dysfonctionnement au niveau du cerveau, par exemple, on peut aussi retrouver des facteurs transdiagnostiques psychologiques, des manifestations psychopathologiques qui seraient communes à différents troubles. Par exemple, on observe la présence de rumination dans plusieurs problématiques de santé mentale. La rumination, ça réfère au fait d'avoir sans cesse certaines pensées négatives, d'y repenser continuellement. Ça, on l'observe entre autres dans la dépression, dans certains troubles anxieux, dans les troubles alimentaires aussi. Donc, ce serait un facteur psychologique transdiagnostique. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, je m'étais intéressée, entre autres, là, aux difficultés cognitives communes, les facteurs transdiagnostiques cognitifs. Et ça a été beaucoup documenté dans les études scientifiques que les personnes qui ont des problématiques de santé mentale ont davantage de difficultés cognitives que les personnes qui n'ont pas de troubles de santé mentale. Puis moi, je voulais voir s'il y avait certaines difficultés cognitives qui étaient présentes dans tous les troubles, donc qui étaient transdiagnostiques. Et ce qui est ressorti, c'est des difficultés cognitives sur le plan de la mémoire épisodique, qui est un type de mémoire à long terme, et aussi sur le plan des fonctions exécutives comme l'inhibition, les capacités d'organisation, de planification. Quand je regardais la magnitude des difficultés cognitives dans tous les troubles, donc à quel point est-ce que les difficultés sont importantes, on voyait que c'était surtout des difficultés en mémoire épisodique et sur le plan des fonctions exécutives qui se démarquaient, qui étaient les plus importantes. Puis ça, c'est dans la grande majorité des troubles, autant chez les enfants adolescents que chez les jeunes adultes, les adultes et les personnes âgées. C'est très intéressant, en fait, en termes de style d'intervention, notamment pour la remédiation cognitive, parce que de se dire qu'on pourrait cibler une difficulté commune à plusieurs troubles, ça pourrait représenter une cible d'intervention intéressante. En santé mentale, la comorbidité représente davantage la norme que l'exception. C'est assez rare qu'un seul trouble de santé mentale. Donc, dans ce sens-là, autant d'un point de vue cognitif que psychologique, une intervention transdiagnostique pourrait s'avérer pertinente parce qu'elle permettrait de cibler des facteurs communs à plusieurs troubles et potentiellement d'agir sur plusieurs troubles en même temps. Pouvez-vous nous donner quelques autres exemples de symptômes communs aux différentes problématiques? Il y a aussi, entre autres, l'évitement qu'on peut observer là, dans plusieurs problématiques. Dans les troubles anxieux, qu'on le voit assez fréquemment là, dans différents troubles. On le voit aussi dans la dépression. Des fois, on n'en vient qu'à éviter certaines activités, certaines relations aussi. Donc, on voit quand même là, que d'autres symptômes communs, là, évidemment, tout ce champ de recherche-là, c'est un champ de recherche en soi. Là. C'est assez riche comme information, mais ça reste en développement aussi. Là. Merci. Madame Dufault, pouvez-vous nous parler de l'intervention en présence de symptômes dépressifs? Bref, pouvez-vous nous parler de Matisse? Ce qu'on pourrait dire, c'est justement avoir des symptômes dépressifs ne signifie pas nécessairement être en dépression. Et si on se fie aux symptômes psychologiques, régulièrement, il y a les pensées suicidaires au niveau des symptômes de la dépression. Dans un premier temps, l'important, c'est l'accueil de la personne, la reconnaissance de sa souffrance. Ça rejoint un peu les propos de reconnaître que c'est normal dans le contexte actuel que ça va pas bien. Cet accueil-là est vraiment primordial. Le savoir-être de l'intervenant qui va être en mesure de créer une alliance va permettre aux jeunes d'aller vers les personnes significatives autour de lui. Tant mieux si les parents sont significatifs, mais ça peut être aussi des gens du milieu scolaire, un oncle, une tante. Donc, d'être vraiment ouvert à la discussion, être à l'affût aussi des modifications comportementales. Le jeune, est-ce qu'il s'isole davantage? Est-ce qu'il y a des changements de comportement là, vraiment marqués? La vigilance des proches, en tout cas, qui est vraiment importante. Puis, l'accueil de la détresse des jeunes là, est vraiment primordial. Par rapport à Mathis, c'est un livre que j'ai écrit là, c'est en 2016, avant la pandémie. C'est comme un blog. C'est un jeune de 16 ans qui écrit un peu son histoire. Il vit une rupture amoureuse, il vit certaines difficultés. Il y a certains symptômes dépressifs, là, l'isolement social, perte de motivation. On découvre à travers son histoire les trucs et conseils qu'il a pu mettre en application, l'aide qu'il a reçue aussi.
qui ne voulaient pas nécessairement au départ, que les proches ont été comme à l'affût et ont pu dire non, Mathis, on va t'inciter à consulter, bon, ainsi de suite. Ça permet pour un jeune qui n'a peut-être pas de personnes significatives d'avoir accès à des trucs et conseils et des ressources d'aide. Ça peut être aussi fort pertinent pour l'entourage qui observe des comportements, qui s'inquiète pour leur enfant. Ça peut être un bon livre, là, justement, à savoir comment accompagner l'enfant puis comment se diriger vers des ressources d'aide. L'autre chose importante aussi, j'ai nommé que l'accueil de la détresse était vraiment essentiel. À partir du moment aussi qu'on constate que le jeune ne va pas bien, il faut poser directement les bonnes questions. Il ne faut pas hésiter à demander à un jeune s'il pense au suicide. Ça ne donnera pas le goût de se suicider, là. Ça va ouvrir la discussion, puis ça va permettre un échange par rapport à ça, puis la mise en place de ce qu'on doit mettre comme service, référence ou plan de sécurité là, pour le jeune en question. Il y a une étude qui a été faite très, très récente à l'Université de Sherbrooke et au CIUS de l'Estrie qui vient nommer toute l'exacerbation qu'a causé la pandémie chez nos adolescents. Une augmentation de l'anxiété, perte de motivation, augmentation aussi des idéations suicidaires pour plusieurs d'entre eux. C'était quand même un nombre impressionnant là, de jeunes qui avaient été consultés, là, 32 992, de 12 à 25 ans. Ça peut être intéressant d'aller voir certains effets là, qu'a pu produire le contexte pandémique chez nos jeunes. Là. Puis des données aussi en lien plus spécifiquement avec le suicide. Il y a une mise à jour qui a été faite de l'INSPQ 2022 qui met en lumière l'augmentation des demandes d'aide au niveau des consultations à l'hôpital pour les adolescentes et les adolescents. Ça vient un peu confirmer les observations terrain de cliniciens. Là. Il y a depuis 2021 là, une augmentation de la détresse de nos ados. L'étude dont vous parliez tout à l'heure, c'est celle de Mélissa Généreux, je crois. Oui, effectivement, qui a été faite à l'Université de Sherbrooke. Pouvez-vous nous dire le titre de votre livre? Mathis, faire face aux difficultés et choisir la vie. Et on peut le trouver un peu n'importe où? Oui, il est disponible en librairie. Parfait. Mesdames Leborgne et Racine, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre travail en intervention auprès des jeunes en CLSC? Dans un premier temps, ça pourrait être intéressant de savoir comment on peut faire appel à nos services, quel processus qu'on suit pour avoir accès à un psychologue ou un intervenant en jeunesse au CLSC. Depuis quelques années maintenant, il y a la ressource Info Sociale qui est le 811. C'est maintenant l'endroit où on peut appeler pour avoir une information générale sur tous les services sociaux ou même pour aider la famille et toute personne qui vit des difficultés adaptatives ou des difficultés psychosociales. Et à ce moment-là, il y a un intervenant qui va faire une évaluation auprès de la personne pour pouvoir l'orienter vers les bonnes ressources. Puis ils vont pouvoir faire une demande directe auprès de cette ressource-là. Il y a aussi les professionnels qui peuvent être auprès de ce jeune-là, qui peuvent faire une demande plus officielle à travers des documents administratifs, mais qui vont être aussi acheminés là, à la ressource accès, qui va pouvoir communiquer avec le jeune pour évaluer le besoin. C'est la porte d'entrée pour avoir accès aux services. Puis par la suite, là, il y a une priorisation qui est faite en fonction des données qui sont récoltées, en fonction de la difficulté rencontrée par le jeune et son niveau de détresse aussi. Une fois que la demande est prise en charge en psychologie, c'est sûr que là, le jeune va être rencontré par le ou la psychologue qui va être attribuée à son dossier et qui, là, on va investiguer puis on va explorer avec lui c'est quoi son besoin. Il ne faut pas sous-estimer ce que ça représente de rencontrer un psychologue pour un jeune. C'est de s'ouvrir, c'est de faire confiance, c'est peut-être de parler de des choses qui lui amènent une détresse, mais aussi peut-être parfois aussi une certaine culpabilité, comme me l'a dit Émilie. Certains jeunes pensent que c'est pas normal de mal aller parce qu'ils sont jeunes puis ils ont la vie devant eux, mais ils vivent des défis, ils vivent des rencontres des obstacles puis peuvent être accompagnés là, pour pouvoir les surmonter. On le dit souvent tout à l'heure, mais ce qui est principal, c'est l'accueil, c'est la bienveillance, c'est le non-jugement. La plus-value d'un processus thérapeutique, c'est vraiment l'alliance thérapeutique qui se crée. C'est aussi important pour le thérapeute de s'arrêter, de ne pas aller tout de suite aux objectifs puis juste d'écouter parce que parfois, le jeune va déjà avoir nommé ce qu'il vivait, mais on l'a voulu le rassurer rapidement sans prendre le temps de bien écouter puis qu'il puisse être validé dans ce qu'il ressent. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est créer cette alliance-là pour pouvoir l'accompagner. Aussi, en créer une avec le parent. Oui, les jeunes de 14 ans et plus peuvent faire une démarche auprès d'un professionnel sans l'accord parental, mais il ne faut pas oublier que le jeune vit dans un système, vit dans une dynamique familiale, sociale, scolaire, personnelle. On ne peut pas sous-estimer aussi ce que ça peut représenter de créer une forme de lien avec l'autorisation du jeune lorsqu'il y a plus de 14 ans.
Ben, même quand il y a moins de 14 ans, je demande toujours son autorisation quand même parce que ça fait partie de la confiance puis de la confidentialité. La grande valeur de tout ça, c'est vraiment d'écouter ses besoins à lui, d'écouter sa détresse pour qu'on puisse l'accompagner à trouver ses solutions, pour qu'il puisse développer ses outils à lui, pour qu'il se sente compétent et qu'il puisse retrouver son équilibre pour être capable de mieux faire face à certains stresseurs qu'il va rencontrer, puis qu'il soit compétent puis confiant. Quand on parle de solutions, ça ressemble à quoi? Des aider à trouver des solutions? Ce qu'on veut les amener, c'est à voir un peu les choses sous un autre angle. Parce que souvent, lorsqu'ils vont vivre une détresse, qu'ils vont vivre des symptômes anxieux ou des symptômes dépressifs, ils vont avoir un peu une vision en tunnel de la situation. Fait qu'ils vont avoir une avenue, puis c'est comme s'ils oubliaient qu'ils peuvent avoir d'autres alternatives aux pensées. Ce qu'on veut les amener, c'est à se questionner. À reconnaître ce qu'ils vivent, à identifier leurs émotions, puis à identifier la pensée tunnel, pour qu'ensuite tu puisses se questionner à savoir, c'est-tu vraiment ça? Il peut-il y avoir d'autres façons de voir la situation? Est-ce que je peux, moi, trouver une façon alternative pour m'adapter à cette situation-là, puis être capable de surmonter l'obstacle qui se présente à moi? Fait que dans les solutions, c'est vraiment de l'accompagner à travailler sa façon de voir les choses. On ne vit pas dans un monde de licorne, puis on ne met pas des lunettes roses, mais on va parler plus de psychologie positive, on va parler de s'ancrer sur des situations que je suis en contrôle, ce sur quoi j'ai du pouvoir, ce sur quoi j'ai pas de pouvoir, la reconnaissance de ce que je vis, la validation de ce que je vis, que c'est correct de me sentir de cette façon-là, mais aussi comprendre que quand je me sens comme ça vient jouer sur mes pensées, ça vient jouer sur ma perception, ça va m'amener une façon de m'adapter. Puis peut-être que parfois, elle était correcte, mais si je la reproduis d'une façon non différenciée, mais ça peut provoquer une mauvaise adaptation à la situation. Les solutions, c'est vraiment de l'amener à être capable d'identifier à l'intérieur de lui ses ressources, restructurer un petit peu sa façon de voir les choses, en accueillant la première pensée, en ne l'invalidant pas, en introduisant l'idée qu'il y en a d'autres aussi alternatives dans la façon de voir la situation. Tantôt, on nommait rallumer l'espoir. Je pense que c'est l'accompagner à prendre conscience qu'il a des ressources personnelles et qu'il est en mesure de les utiliser pour améliorer son bien-être, pour améliorer sa capacité à entrer en relation. On veut les amener à mieux se connaître. Parce que si je ne connais pas, je ne sais pas ce que je mets en place, je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans la relation ou dans ma perception de ce qui arrive dans les situations. Fait que mieux me connaître, c'est me voir aller, puis c'est pouvoir me questionner, me remettre en question et changer les choses que je suis en train de mettre en place de manière non différenciée pour avoir un pas de recul, puis me demander, y a-t-il une meilleure manière ou une autre manière de faire différemment les choses qui va m'apporter ailleurs que là où je me retrouve régulièrement, puis qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas, qui peut me faire du mal. C'est vraiment un accompagnement vers soi, ce qu'on propose en psychothérapie, dans un espace où on crée une confiance, où ce qu'on apporte aux jeunes, c'est je te prête une manière de penser différemment la situation, puis je regarde avec toi, est-ce qu'elle te mène ailleurs, puis est-ce qu'elle te fait te sentir mieux. C'est un bout qu'on fait également avec la famille. Madame Racine parlait d'accompagner le milieu familial. C'est souvent difficile de faire cheminer le jeune si le milieu familial ne chemine pas à côté aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il devient. Il y a un gros bout qu'on fait, je crois, aussi avec l'accord du jeune. C'est quand même souvent le cas, d'expliquer, de proposer des enseignements aux parents sur qu'est-ce qu'il est en train de vivre, votre enfant, pourquoi est-ce qu'il se sent comme il se sent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider à aller mieux, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il change de lunettes finalement, sans mettre des lunettes roses, mais qu'on essaye que les lunettes grises qui sont un peu trop teintées se retrouvent vers quelque chose qui est plus réaliste, qui ressemble plus à une perception objective de ce qu'on vit. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de stratégies qu'on peut donner aux parents pour aider leurs jeunes? Madame Racine nommait comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on ramène au calme. Je pense que la première chose, c'est de ne surtout pas minimiser, d'être dans l'accueil plutôt que le calme-toi, ça va bien se passer, ça va aller. Que nier l'émotion ou essayer de la faire passer trop vite sans qu'elle ait été identifiée, exprimée, nommée avec d'autres mots, intégrée. Ça fait en sorte que le jeune ne se sent pas forcément entendu ni répondu. C'est certain que même si c'est déstabilisant parfois d'entendre que notre jeune ne va pas bien, qu'il se sent mal, qu'il a des idéations suicidaires, qu'il vit une situation qui crée beaucoup de colère ou de frustration, de l'accueillir là-dedans puis de refléter qu'est-ce qu'il peut être en train de vivre. Ça me semble être une stratégie qui est gagnante. De l'accompagner aussi à se poser des questions. Ça se peut-tu qu'il y ait une autre manière de voir les choses? Ça se peut-tu que dans la précipitation ou sous le coup de l'émotion, tu l'aies vu comme ça, mais qu'il y ait une alternative qui fait que tu te sens moins mal ou que tu puisses comme avoir une autre vision de ce qui s'est passé qui soit moins menaçante ou qui te permette de te sentir mieux avec ta situation. Et je pense que c'est des choses que les parents sont en mesure de faire sans être des psychologues, sans être des psychoéducateurs, juste d'être je suis présent, je suis à côté de toi, puis je comprends que ce que tu vis, c'est vraiment difficile.
puis j'ai pas forcément de solution à t'apporter, mais je vais t'écouter, m'en parler, puis peut-être qu'ensemble, on va être capable de se déplacer un peu de la détresse vers quelque chose qui est plus confortable. Et pour s'aider lui-même, le jeune, est-ce qu'il y a des choses qu'il peut faire pour aller mieux? Si le jeune est capable d'identifier que ça va pas, aller chercher de l'aide. Parler à un ami, parler à un professionnel à l'école, les TES, les psychoèdes, les psychologues de l'école, son professeur de CR. J'ai des jeunes, moi, qui sont en adoration avec leur professeur de CR dans une des écoles secondaires, qui est une grande écoute. Puis aussi, de se donner le droit de prendre une pause, dans le sens où ils peuvent avoir intégré la compréhension qu'ils doivent tout le temps bien aller vite, de juste s'arrêter pour sentir ce qu'ils vivent, écouter de la musique, faire de la danse dans leur salon, tourner en rond autour de la maison, activer ce système-là pour qu'ils puissent libérer un peu cette réponse de stress, comme dirait Sonia Lupien, de bien se libérer de cette tension-là, puis de se donner le droit de vivre ce moment-là et d'intégrer, de comprendre qu'il est passager. Quand je me sens pas bien, c'est un moment, ça n'enlève pas l'importance du moment, mais ça demeure un moment avec lequel je peux travailler, je peux avoir de l'aide pour être capable par la suite de me sentir mieux. Ça n'enlève pas ce qui s'est passé, ça n'enlève pas ce que j'ai vécu, mais ça m'amène à le laisser passer pour être en mesure de pouvoir avancer par la suite tout en reconnaissant ce que j'ai vécu. C'est une des stratégies qu'on va leur donner souvent, c'est d'identifier des éléments, des choses qui leur font du bien. J'aime leur dire, tu vois, comme travail, de faire à tous les soirs en couchant 3 choses que tu as appréciées dans ta journée. Puis si c'est le gâteau au chocolat de la cafétéria, ben c'est nice, c'est bien correct. Moi, j'ai juste besoin que tu prennes le temps d'identifier ce que tu as apprécié. Apprécier, ça ne veut pas dire que c'est un voyage à Cuba puis je suis allée à Walt Disney. Apprécier, c'est que je me suis levée ce matin, j'ai vu que la neige commençait à fondre, j'ai vu que ça commençait à sentir les érables. J'aime donc bien le sirop d'érable, puis je vais manger du beurre d'érable bientôt sur mes toasts. Peu importe ce que c'est de s'ancrer dans le moment présent, d'identifier ce qui me fait du bien, prendre un recul pour que ce que j'ai à vivre puisse se vivre, pour qu'il puisse passer, pour ensuite trouver des solutions. Que faut-il faire lorsqu'il y a présence d'hallucinations, de délire, en cas de psychose, par exemple, ou de comportements violents, dangereux pour soi-même ou les autres, où ça demande finalement une intervention immédiate? C'est vraiment une bonne question. Je veux préciser que ce qu'on rencontre comme clientèle au CLSC, c'est une clientèle qui est moins dans ce type de symptômes-là parce qu'on a un service de première ligne. Il arrive toutefois qu'on rencontre des jeunes qui peuvent vivre un niveau de détresse très élevé, qui les mène à de la mutilation, qui les mène à des tentations suicidaires ou à des désorganisations, des comportements auto-hétéro-agressifs. Dans tous les cas, face à de la détresse ou à un comportement désorganisé, on va avoir besoin d'évaluer de manière approfondie la situation du jeune, ses symptômes, son niveau de contrôle versus son niveau de détresse pour proposer une intervention qui va répondre adéquatement à ce qu'il vit. C'est une question qui me semble vraiment large, puis j'ai peur qu'on puisse pas l'adresser en un balado. Ça en prendrait peut-être 5 ou 6 en fait, mais ce qu'on vit dans ce temps-là, c'est du cas par cas. C'est d'aller voir comment le jeune se sent, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il se sent capable de faire, puis est-ce qu'il sent qu'il a encore du contrôle sur ce qu'il vit. Quand on est un parent, un enseignant, ça va être de référer, ça va être de faire appel à des ressources externes souvent, toujours d'être dans l'accueil, dans la bienveillance, mais c'est difficile de pouvoir jauger parfois comment le jeune se sent réellement, puis où est-ce qu'il en est par rapport à des symptômes comme ce que vous nommiez plus perceptuels ou agressifs. C'est de prendre le temps de vérifier comment il se sent, puis de le référer. Il existe différentes ressources, le centre de crise, le centre de prévention du suicide, la police, le 8-1, on l'a nommé tantôt. Puis c'est comme parent, comme intervenant, de sentir est-ce qu'on est en sécurité, puis est-ce que le jeune est en sécurité, parce que c'est la sécurité qui va faire en sorte qu'on posera la bonne intervention ensuite, à mes yeux. Si la personne n'est pas en sécurité, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, je pense que c'est une question de cas par cas parce que ne pas être en sécurité, ça peut signifier beaucoup de choses. Si un jeune menace de mettre fin à ses jours, par exemple, c'est certain qu'on va vouloir l'emmener à l'urgence, on va vouloir mettre en place un filet de sécurité et de protection qui va l'empêcher de poser un acte qui sera peut-être réfléchi sous le coup d'une émotion très négative et désagréable. Si on sent que c'est un jeune qui pourrait mettre en danger quelqu'un de sa famille, de son entourage, ça va être peut-être de contacter la police, de vérifier qu'il est isolé puis qu'il est en sécurité, de faire appel aux ressources qui vont être adéquates dépendamment de ce qui est en train de se vivre. La situation de crise est aussi une situation passagère. Pour pouvoir permettre aux jeunes d'atténuer cette période de désorganisation qu'il ressent à l'intérieur de lui, qui est une détresse, qui est un sentiment d'une perte de contrôle, il y a quelque chose qui se passe en dedans de lui. Je pense que l'adulte, peu importe sa fonction, sa plus grande force et qualité pour accompagner ce jeune-là, c'est d'être dans le calme.
c'est d'être dans la reconnaissance de ce qu'il vit. Ça peut être des phrases de « ça va pas »,« je vois que ça va pas »,« qu'est-ce que je peux faire pour t'aider »,« est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Éviter le plus possible, même si ça peut paraître très naturel, le « calme-toi », tu capotes, hausser le ton. Ça a été démontré, c'est à travers différentes études, que si quelqu'un hausse le ton avec moi, mais que moi je réponds en baissant le ton, en étant un ton de voix vraiment apaisé, ralenti, ça va avoir cet effet miroir-là pour l'autre et ça va aussi générer un sentiment de sécurité. Parce que si moi, je me sens en désorganisation, je me sens en détresse et que je vois que la personne auquel je me réfère est aussi en situation de détresse, ça va augmenter mon insécurité puis ça va augmenter ce que je vais vivre à l'intérieur de moi. Même si c'est contre-intuitif de réagir de cette façon-là, ça serait peut-être le truc le plus simple, entre guillemets, c'est de prendre une respiration comme adulte, de s'apaiser à l'intérieur de soi, même si on sent que notre cœur débat puis qu'on a la respiration qui accélère, réduire et être un reflet. Si ça va pas, je suis là, qu'est-ce que je peux faire? Viens avec moi. Puis parfois, ça peut être juste d'être assis à côté, juste être là, rien dire, puis accueillir. Surtout pour l'adulte, le professeur, l'enseignant, l'oncle, la marraine, le parrain, peu importe lequel, ne pas hésiter à aller chercher de l'aide si on se sent soi-même en détresse. Si on sent soi-même que ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de soi, qu'on se sent complètement dépourvu, de ne pas hésiter d'aller chercher du soutien puis de l'aide. Parce que oui, pour aider le jeune, que ce soit son enfant ou un intervenant ou encore un professeur, il ne faut pas oublier que ça vient veiller chez soi aussi un sentiment d'impuissance. Puis peut-être que l'adulte va avoir besoin aussi d'être soutenu à travers ça puis de ne pas hésiter d'aller chercher de l'aide pour soi aussi, toujours auprès du 811 ou un collègue ou un ami. Moi, j'ai travaillé en centre de réadaptation. Parfois, on pourrait avoir tendance à vouloir mettre des mesures disciplinaires pour un comportement, mais je pense que l'accompagnement, la présence de l'autre permet cet apaisement-là, c'est cette reprise au calme qui se passe vraiment par la relation. C'est important de dire aux gens que c'est pas le temps d'isoler la personne qui est en détresse. Si elle est vraiment dangereuse, des fois, on n'a pas le choix. Là. Ça dépend des contextes, des situations, c'est du cas par cas. Mais trop souvent, comme intervenant, on peut être mal à l'aise. Et il y a eu un geste un peu déplorable, isoler le jeune, la personne, et de se retrouver seul dans cet état-là, c'est vraiment pas l'idéal. On a besoin de cet accompagnement sécurisant-là, calme, auprès de nous. Madame East-Richard, vous avez réalisé avec Caroline Sellard, Geneviève Dufour et plusieurs autres collaborateurs 3 volets d'un outil de transfert de connaissances qu'on appelle la trousse cerveau pour compréhension et prévention des atteintes neuropsychologiques. Pouvez-vous nous résumer les objectifs visés par cette trousse et les principaux thèmes abordés dans chacun des volets de cette trousse-là? La trousse cerveau vise de prime abord à transmettre des informations sur le fonctionnement neuropsychologique à différents professionnels comme des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs ou encore des infirmiers, bref, vraiment des professionnels variés. La trousse cerveau vise aussi à ce qu'il y ait un repérage plus précoce des difficultés neuropsychologiques, des difficultés cognitives, tout ça en ayant une meilleure connaissance de comment est-ce que les difficultés cognitives peuvent se manifester en quotidien. Le but ultime, c'était de favoriser en fait une prise en charge précoce des difficultés cognitives quand c'est nécessaire, parce qu'on sait que ces difficultés-là, quand elles ne sont pas prises en charge, elles peuvent nuire au bon fonctionnement d'une personne. L'idéal, c'est de les prendre en charge tôt. Puis aussi le fait que certaines manifestations de difficultés cognitives peuvent parfois être attribuées à tort à d'autres difficultés. Je donne un exemple. Un jeune qui oublie un rendez-vous de suivi avec un intervenant, avec un professionnel. On pourrait tout de suite penser que c'est peut-être dû à un manque d'investissement de sa part, un manque de motivation envers le suivi. C'est possible, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a des difficultés à s'organiser, donc des difficultés à utiliser un agenda pour se rappeler de ses rendez-vous, ou encore c'est peut-être parce qu'il y a des difficultés d'attention qui ont fait en sorte qu'il n'a pas bien noté le rendez-vous au bon endroit dans son agenda. Avec la trousse cerveau, on voulait en quelque sorte soulever des hypothèses alternatives à certains comportements qu'on peut observer. La trousse cerveau, là, elle est composée de 3 volets. On a un volet théorique où on explique le fonctionnement neuropsychologique, les différents processus cognitifs. On y présente aussi là, les différents facteurs de risque et les facteurs de protection au développement de difficultés cognitives. Et on explique ce qui peut arriver quand les difficultés cognitives ne sont pas prises en charge. Ça, c'est pour le volet théorique. Les 2 autres volets disponibles actuellement, c'est des volets cliniques. Il y en a un qui est adapté pour la clientèle adolescente et l'autre, il est adapté pour la clientèle de jeunes adultes. On présente des mises en situation de personnes qui ont des difficultés cognitives et on montre comment ça peut se manifester dans la vie quotidienne.
Pour chaque processus cognitif, on présente une mise en situation et à la fin de chaque mise en situation, on propose des stratégies pour tenter de diminuer les impacts que les difficultés cognitives pourraient avoir sur le quotidien. Ce qui est important de mentionner, c'est que le but de la trousse-cerveau, c'est pas de s'auto-diagnostiquer des difficultés cognitives, c'est surtout d'avoir une meilleure connaissance de comment ça peut se manifester au quotidien et au besoin de référer vers un professionnel qualifié, là, par exemple, là, de référer vers un neuropsychologue, un médecin, etc. Les différents volets de la trousse-cerveau sont disponibles gratuitement en PDF si ça vous intéresse. Vous avez simplement là, à écrire dans un moteur de recherche trousse-cerveau Caroline Sellard, puis vous devriez les trouver là, assez facilement. Madame Dufault, pouvez-vous nous dire comment on peut utiliser ces trousses-là avec des jeunes? On peut utiliser les trousses pour faire une sensibilisation. Si on prend le volet théorique, on pourrait faire une activité pour expliquer aux jeunes le fonctionnement cognitif, faire de l'éducation psychologique. On pourrait aussi, si on pense que les intervenants vont être un petit peu plus alertes pour comprendre davantage les fonctions cognitives, si on fait une intervention à 2 niveaux auprès des intervenants et auprès des jeunes, bien, les intervenants vont connaître aussi l'outil et pouvoir nous dire tel jeune, peut-être qu'il y aurait quelque chose. À ce moment-là, l'intervenant pourrait dire aux jeunes, est-ce que ça t'intéresserait d'en savoir un peu plus? Si j'ai observé telle situation, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Puis, il pourrait prendre la vignette clinique comme exemple ou même de façon plus générale pour éviter la stigmatisation. On pourrait regarder ensemble diverses fonctions cognitives et naturellement, le jeune, s'il a de la difficulté à s'organiser, à se planifier, il n'utilise pas d'agenda, ça se pourrait qu'à la vignette d'Alicia pour dire j'ai tendance peut-être à faire un petit peu comme elle, parce que c'est des exemples concrets. Ça pourrait permettre une dédramatisation, une normalisation, parce qu'on a tout un fonctionnement cognitif qui est différent. Le but, justement, n'est pas de dire je m'improvise neuropsychologue et cet enfant a tel, c'est loin de ça. C'est plus l'effet inverse qu'on souhaite. C'est que les gens soient davantage sensibilisés, qu'on s'entende pour dire que tout le monde a un cerveau qui est différent, puis on a toutes nos forces et aussi certaines difficultés. Puis on pourrait des fois appliquer certains trucs et conseils. Et quand il y a des difficultés un petit peu plus soutenues, un peu plus majeures, bien là, c'est important de référer vers un neuropsychologue qui pourra, lui, vraiment déterminer qu'est-ce qu'il y en est là, pour le jeune ou la personne. Il va y avoir une trousse interactive aussi bientôt, je crois. C'est une plateforme web interactive où on va regrouper tout le contenu issu des différents volets de la trousse-cerveau. Et le site web va être interactif. Il va présenter du contenu différent selon la personne qui va le consulter. Par exemple, un professionnel versus un adolescent versus un jeune adulte ou même versus un proche d'une personne qui présente des difficultés cognitives. Le contenu va être adapté, va être vulgarisé selon ces différentes personnes-là. Et on va aussi retrouver des capsules vidéo sur le site web qui vont permettre de présenter, en fait, de manière beaucoup plus concrète des difficultés cognitives au quotidien. Ça va vraiment les illustrer. Les capsules vidéo sont présentement en cours de développement. C'est réalisé en collaboration avec le professeur Jean-Jacques Tremblay de l'École de design de l'Université Laval. La plateforme web aussi est en cours de développement en ce moment. On vise à ce que ce soit rendu disponible là, dans quelques mois. Tout ça, ça a été réalisé là, en co-construction avec différents acteurs du milieu, différents partenaires, comme des professionnels de la santé, des proches aidants, des pères aidants aussi, puis aussi des représentants du milieu académique, du milieu universitaire, pour s'assurer que la plateforme web réponde bien aux besoins là, des différents publics cibles. Dans quelques mois, vous verrez possiblement là, des informations passées concernant le lancement de la trousse-cerveau interactive. Des aires ouvertes seront implantées prochainement dans presque toutes les régions du Québec. Une aire ouverte devrait d'ailleurs ouvrir à Québec ce printemps, si ce n'est déjà fait. Pouvez-vous nous dire en quoi cette ressource sera utile pour les jeunes présentant des problèmes de santé mentale? Aire ouverte, c'est une initiative du M3S qui a débuté dans les dernières années. Notre équipe de recherche a d'ailleurs collaboré là, à l'implantation et au développement de l'Aire ouverte de cette île, qui était l'un des premiers sites de démonstration au Québec avec Laval et le nord de l'île de Montréal. La philosophie derrière les aires ouvertes, c'est d'offrir une variété de services à des jeunes de 12 à 25 ans en un seul lieu physique. On parle ici, par exemple, de services sur le plan de la santé mentale, au niveau psychosocial, des services en lien avec des difficultés à l'école par rapport à l'employabilité ou même des services par rapport à la santé sexuelle, donc du dépistage pour les ITSS, entre autres. Un jeune qui se présente à une aire ouverte peut recevoir différents services sans avoir à aller à plusieurs endroits différents, sans avoir aussi à vivre là, la discontinuité entre les programmes jeunesse et adultes à l'âge de 18 ans. L'autre particularité des aires ouvertes, c'est que c'est une offre de service qui est développée avec les jeunes. Donc, les jeunes sont impliqués tout au long du développement de l'aire ouverte pour s'assurer que l'offre de service réponde réellement à leurs besoins.
Dans chaque région où il y a une aire verte en développement, il y a un comité de jeunes qui est formé. C'est un comité qui est formé de jeunes qui sont impliqués dans toutes les étapes du développement. Nous, à cette île, on leur demandait de choisir pour le mobilier, pour l'aménagement des locaux, comment est-ce qu'on devrait placer le mobilier pour que ce soit accueillant. On leur a aussi demandé comment est-ce qu'on devrait accueillir les jeunes à l'aire verte quand ils arrivent. Ils ont été impliqués également dans la promotion des services à l'aire verte, notamment via des entrevues à la radio. Une réelle implication des jeunes à toutes les étapes pour que ça représente vraiment leur vision des services, pour que ça réponde à leurs besoins. Il faut mentionner aussi que l'offre de service est bâtie avec les partenaires déjà présents, dont les organismes communautaires, pour éviter qu'il y ait un dédoublement des services. On vise vraiment plus une complémentarité des services. Ça représente une belle porte d'entrée vers des services pour les jeunes vulnérables, pour certains jeunes qui ont des problématiques de santé mentale qui n'auraient possiblement pas consulté via le réseau traditionnel pour différentes raisons, ou les jeunes qui sont difficilement rejoints, comme les jeunes marginaux, les jeunes vulnérables en situation de problématique de santé mentale. C'est dans une approche de non-jugement, d'ouverture que les jeunes sont accueillis, peu importe leur problématique, peu importe leur parcours de vie, peu importe aussi leur assiduité dans le suivi. Tout ça, ça fait en sorte que ça va être un bel apport pour la santé mentale des jeunes en faisant en sorte d'améliorer l'accès à des services en santé mentale pour des jeunes vulnérables, des jeunes marginalisés. En ce moment, on collabore avec l'équipe chargée du développement de l'aire verte au CIUS de la capitale nationale. On les accompagne dans le développement de leur site depuis environ 1 an. Tout ça, là, c'est en cours de développement actuellement. On travaille aussi sur un 4e volet de la trousse cerveau, un volet clinique destiné aux membres de l'entourage de personnes qui ont des difficultés cognitives. Ça peut s'adresser autant à un parent qu'à un enfant avec des difficultés cognitives, par exemple. On y parle entre autres là, de l'importance de prendre soin de soi pour pouvoir continuer à bien accompagner un proche qui a des difficultés cognitives. On y parle aussi du rétablissement en santé mentale, comme de quoi il est possible d'avoir une vie qui peut être satisfaisante, même si on présente encore des difficultés cognitives. C'est un volet clinique, donc on y retrouve encore des mises en situation où on met en scène cette fois-ci 2 personnes, une personne qui a des difficultés cognitives et un membre de son entourage. On propose des stratégies que le membre de l'entourage peut tenter d'appliquer pour essayer d'aider son proche. On envisage aussi là, éventuellement de développer un projet d'intervention en remédiation cognitive pour les jeunes qui ont vécu de la maltraitance. On voudrait, entre autres, documenter les effets que ces interventions-là peuvent avoir sur le fonctionnement des jeunes qui ont vécu de la maltraitance et qui présentent des difficultés cognitives. On veut améliorer les connaissances dans ce sens-là. Surtout, ça a été très peu documenté là, auprès de cette population-là. Ça risque d'être un projet fort intéressant et c'est à venir là, dans les prochaines années. Que faut-il absolument retenir de cet échange concernant l'intervention santé mentale jeunesse et comment rallumer l'espoir chez ces jeunes, selon vous? De notre côté, en recherche, il faut retenir qu'on poursuit nos travaux pour tenter de mettre sur pied des interventions en santé mentale qui vont être adaptées aux jeunes, adaptées à leurs besoins. Ça passe notamment via des programmes de remédiation cognitive, mais je trouve aussi que l'approche Aire verte est porteuse d'espoir pour la santé mentale des jeunes. Le modèle Aire verte fait d'ailleurs partie là, du nouveau plan d'action en santé mentale de 2022 à 2026. Pour répondre à la question comment rallumer l'espoir chez les jeunes, j'aime bien une citation puis une phrase que Caroline Seller a déjà utilisée dans certaines présentations. C'est la citation d'Albert Camus qui dit « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ». Et le lien que Caroline en fait avec nos travaux de recherche, c'est pour que chaque jeune découvre, lui aussi, qu'aucune tempête ne dure éternellement. Donc vraiment une très belle phrase qui vise justement à rallumer l'espoir chez les jeunes. Le terme que j'aime utiliser, c'est « raviver » aussi. L'espoir. La flamme est peut-être un peu affaiblie par les stresseurs, les difficultés qui ont été rencontrées dans les dernières années, les limitations aussi que les jeunes ont vécues en lien avec la situation pandémique. Pourquoi pas développer un peu notre autocompassion? Si on développe notre autocompassion, le jeune pourra voir que ça peut être utile aussi d'être bienveillant envers lui-même, de reconnaître ses forces, de reconnaître ses défis, faire confiance à la vie parce que l'espoir est présent, il faut juste la raviver un petit peu. Quand on parle à des intervenants, on s'aperçoit qu'on est dans l'intervention parce qu'il y a de la détresse. Moi, je souhaiterais qu'on soit capable d'être en amont, d'être en promotion de la santé, en prévention, puis d'intégrer des programmes, des trucs hyper intéressants pour outiller nos jeunes plus tôt, de mettre en place des outils pour nos jeunes pour aller chercher de l'aide, aussi en combinaison avec des environnements favorables.
Ce que je retiens, c'est que nos jeunes ont le droit d'aller moins bien en ce moment, que c'est pas parce qu'ils voient plus l'espoir qu'il y en a plus. C'est une manière de voir les choses qui parfois être teintée de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé depuis 2 ans, que si on soulève les cailloux, souvent en dessous, il y a une herbe qui cherche à pousser, il faut juste aller chercher où est-ce qu'elle est pour l'arroser. Ces jeunes-là ont des ressources auxquelles ils ont accès. J'aime beaucoup la notion de prévention, promotion, parce que je pense que nos jeunes ne sont pas tout le temps au courant. Madame Hitz-Richard tantôt nommait qu'on est en train d'essayer de les rejoindre. J'aimerais qu'ils entendent qu'on cherche à les rejoindre, puis que malgré l'état du réseau de la santé, on est encore nombreux à chercher à les rejoindre, puis à leur permettre d'aller mieux. C'est pas juste nos jeunes qui vont mal, la société est allée moins bien avec la pandémie. Les ressources sont là pour les jeunes, mais elles sont aussi là pour l'entourage de ces jeunes-là, pour les aider à mieux aider leurs jeunes à aller mieux. Merci à vous toutes d'avoir été présentes aujourd'hui. Merci pour les jeunes, merci pour les auditeurs. Vous écoutiez Défi, le balado du CRUGEF. Défi, disponible sur YouTube, Anchor, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Et sur le site web du CRUGEF dans notre section Médiathèque. Prochains épisodes à venir.